Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs du congrès et mes collègues de la commission d'éthique de la SRLF. Donc, comme il a été dit, je suis philosophe de formation et je travaille au sein du CHU et de la faculté de médecine de Reims, où je suis en charge de la démarche éthique. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Ma présentation s'intitule « Que peut apporter le ou la philosophe au réanimateur ou à la réanimatrice ?» Donc pour esquisser un éclairage sur cette vaste question, je vous propose de cheminer avec moi en 2 temps, dans le temps qui m'est imparti. Un premier qui sera consacré à l'ambiguïté du philosophe, et un second qui sera destiné à mettre en exergue les apports de cette ambiguïté dans le cadre de la spécialité médicale qui nous rassemble ici, qui est la médecine intensive réanimation. Donc avant juste de vous donner une petite définition de l'ambiguïté, puisque je vais utiliser ce mot, je voudrais dire que j'ai choisi sciemment un point de vue un petit peu plus surplombant, sachant que le topo suivant sera vraiment consacré à l'éthique et donc plus à une mise en pratique au quotidien. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'ambiguïté dans une définition qu'on trouve dans le dictionnaire, c'est ce qui est susceptible de recevoir plusieurs interprétations, mais c'est ce qui appartient aussi à plusieurs catégories. Par exemple, le fait que l'être humain soit un être qui pense, mais qui s'engage dans le monde, qui est déjà dans le monde. Donc, je démarre cette première partie qui se nomme de l'ambiguïté du philosophe, le doute libérateur. Alors, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, qui a été prononcée le 15 janvier 1953 et qui s'intitule « Éloge de la philosophie », le philosophe Merleau-Ponty a ce discours que j'ai trouvé très intéressant et que j'ai voulu partager avec vous. Alors, il affirme « Celui qui est témoin de sa propre recherche, c'est-à-dire de son désordre intérieur, ne peut guère se sentir l'héritier des hommes accomplis dont il voit le nom sur ses murs. Si de plus il est philosophe, c'est-à-dire qu'il sait qu'il ne sait rien, comment se croirait-il fondé à prendre place à cette chaire et comment a-t-il pu même le souhaiter ?» Alors d'emblée, le philosophe, il serait caractérisé comme quelqu'un qui sait qu'il ne sait rien. Alors est-ce que ça voudrait dire qu'il n'aurait aucune connaissance, ou du moins la connaissance qu'il n'en a aucune, qui serait évidemment un paradoxe. Alors Platon apportait une précision lorsqu'il faisait dire au patron des philosophes, Socrate, dans l'Apologie, « Moi qui effectivement ne sais rien, je ne vais pas m'imaginer que je sais quelque chose. En tout cas, j'ai l'impression d'être plus savant en ceci, qui représente peu de choses. Je ne m'imagine pas savoir ce que je ne sais pas. » Donc, si l'on s'en réfère à l'étymologie grecque du mot philosophe, philia en fait signifie amitié et sophos signifie savoir et sagesse. Cette étymologie en fait, elle nous enjoint à penser non un accomplissement définitif, mais une quête qui serait toujours inachevée, un effort sans cesse renouvelé. Le philosophe, en cheminement perpétuel, aurait ainsi la remise en question comme qualité fondamentale. Alors c'est d'ailleurs ce qui fut reproché à Socrate et qui a engendré sa condamnation à mort par la cité d'Athènes. Socrate, il était accusé de corrompre la jeunesse parce que, en référence à sa mère, qui était sage-femme, il usait de maïeutique, c'est-à-dire qu'il faisait accoucher les idées. Socrate, en fait, il abordait ses interlocuteurs en disant « Je ne sais pas ce qu'est la justice, je ne sais pas ce qu'est le courage ». Et bien sûr, ces derniers s'empressaient tout de suite de répondre « Moi, je sais ce que c'est que la justice. Moi, je sais ce qu'est le courage. » Et Socrate, en fait, il leur montrait que leurs affirmations, elles n'étaient pas suffisantes et le dialogue pouvait ainsi progresser. Donc sous cet angle, le philosophe, il n'apporterait pas un savoir qui serait déjà constitué, mais il aiderait ses interlocuteurs à construire leur propre réflexion
à remettre en question leurs préjugés. À ce moment-là, ils s'élèveraient contre les certitudes et contre ce qu'on nomme la doxa, hein, c'est-à-dire l'opinion commune. Mais bien sûr, ça ne concerne pas seulement autrui. Le philosophe, il doit clarifier ses propres préjugés, formuler lui-même une critique des discours et effectuer l'effort intellectuel et in fine pratique qui ne se satisfait pas des idées dominantes par pure habitude et sans examen. Alors le philosophe Bertrand Russell, dans son livre « Problèmes de philosophie », disait d'ailleurs que celui qui n'a jamais mené d'activité philosophique traverse l'existence comme un prisonnier. Prisonnier des préjugés du sens commun, des croyances de son pays ou de son temps, de convictions qui ont grandi avec lui sans la coopération ni le consentement de la raison. Tout dans le monde lui paraît aller de soi, tant les choses sont pour lui comme ceci et pas autrement, tant son horizon est limité. Les objets ordinaires ne le questionnent pas, les possibilités peu familières sont refusées avec mépris. La philosophie, elle suggère des possibilités nouvelles, elle élargit le champ de la pensée en la libérant de la tyrannie de l'habitude. Et surtout, elle détruit le dogmatisme arrogant de ceux qui n'ont jamais traversé le doute libérateur. Elle maintient vivante notre faculté d'émerveillement en nous montrant les choses familières sous un jour inattendu. Donc le philosophe, il entretiendrait un rapport particulier avec le doute, un rapport positif car il n'est pas question d'un doute qui paralyse, mais d'un doute qui ouvre, à contrario, au possible. Donc on retrouve là, en filigrane, la tension présente dans l'étymologie donnée tout à l'heure. Sophos, donc je disais tout à l'heure que ça signifie savoir, mais aussi sagesse. Et il est intéressant de noter le lien entre le savoir et la sagesse. Certaines philosophies se développèrent et continuent à se développer comme des pratiques de vie. Alors cette question de l'action, de l'articulation entre théorie et pratique, et qui d'ailleurs peut constituer un reproche qui est fait à certains philosophes qui sont jugés trop abstraits, est centrale en médecine et en particulier en médecine intensive réanimation. Et donc nous allons nous y intéresser brièvement dans le temps imparti, dans la partie 2, donc, qui se nomme « De la fécondité de cette ambiguïté, les convictions sont des ennemis de la vérité ». Donc les convictions sont des ennemis de la vérité, c'est une formule qui est empruntée à Nietzsche. En fait, c'est mon philosophe préféré, donc j'essaye toujours de caser quelques citations de lui. Alors, dans l'ouvrage « La réanimation, naissance et développement d'un concept », le médecin Maurice Goulon, qui est le père, vous le savez, du concept de coma dépassé, définit la réanimation comme une spécialité qui prend en charge les malades dont l'affection responsable de leur état, quelle qu'en soit l'étiologie, met en jeu le pronostic vital du fait de l'atteinte d'une ou de plusieurs fonctions essentielles à la vie, telles que la respiration, la circulation sanguine, l'épuration digestive et l'épuration rénale, le fonctionnement hépatique et la protection des activités cérébrales. Une activité qui a pour but de traiter là où les causes et leurs conséquences sur les grandes fonctions vitales. Alors on constate tout de suite, avec cette définition, que nous nous situons dans un registre des plus sérieux. Il est question de pronostic vital, de savoir prendre en charge, ou plutôt dirions-nous aujourd'hui en soins, les malades pour tenter de les sauver. Alors si cela implique l'usage de techniques spécifiques, cela implique plus que tout de pouvoir décider de la prise en soin la plus adaptée. Or, décider, c'est trancher, c'est faire sienne une option qui peut impliquer le décès du patient. Or, il était question tout à l'heure du doute libérateur. Le philosophe Friedrich Nietzsche avait à ce sujet une formule incisive comme il en avait la coutume. Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Alors, cette formule, elle peut sembler transposée par exemple à une question telle que faut-il ou non arrêter les traitements de ce patient, trop lointaine et même peut-être indécente. Alors, de prime abord en tout cas.
De prime abord seulement, en effet, car le doute permet une distance envers nos propres convictions. Il évite d'adhérer aveuglément à ce que l'on pense, afin de commencer à l'examiner et à le mettre à l'épreuve. Le doute témoigne aussi de la non-résignation dans les problèmes décisifs de l'existence. La voie qui est tracée n'est pas nécessairement la seule possible, et si c'est cette voie-ci et non une autre qui est prise à un instant T, elle ne constitue pas forcément une référence immuable. À cet égard, j'apprécie la citation d'un auteur américain dont le pseudonyme est Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Alors attention, cette citation, elle n'est pas à comprendre dans ce contexte comme une légitimation de l'obstination déraisonnable, mais plutôt comme l'intérêt d'une ouverture à d'autres perspectives. Alors vous voyez, là j'ai mis la pilule rouge et la pilule bleue de Matrix. C'est un point fondamental, en fait, cette ouverture à d'autres perspectives, car en fait, chacun d'entre nous, par la signification et le sens qu'il attribue aux choses, fait émerger un monde. Et ce monde, en fait, il renvoie non à un monde qui serait en soi, mais à notre vision du monde. Et en tant qu'architecte de notre propre réalité, nous pouvons toujours envisager d'en construire une autre, ou plus simplement de changer d'angle de vue. À ce moment-là, il est possible d'examiner ce que nous pensons, ce que nous disons ou ce que nous faisons, en reconnaissant que cela vient de nous. Et donc que c'est à la fois nécessaire, puisque c'est issu de nous-mêmes, et à la fois contingent, puisque cela aurait pu être autrement. Alors, ça a plusieurs conséquences directes. Tout d'abord, cela nous enjoint à considérer qu'il n'y a peut-être pas de vérité au sens absolu du terme, ou bien que nous ne la connaîtrons pas. Ensuite, il n'y a qu'un pas éthique entre notre point de vue d'observateur, je dirais même d'observateur-constructeur, donc ça peut concerner un individu ou même un groupe, et la mise au jour des valeurs qui sous-tendent nos conceptions du monde et nos actions. Enfin, lorsque dans les situations rencontrées au quotidien, il s'agit de choisir, comme le disait si bien Ricoeur, entre le gris et le gris, s'il s'avère à cet instant T uniquement possible de sélectionner la moins mauvaise option identifiée, alors il sera à minima possible d'éclairer le chemin emprunté en déconstruisant nos constructions et en ayant conscience de notre subjectivité. Alors, je vais maintenant conclure. Alors, dans cette présentation, j'ai cherché à mettre en exergue l'ambiguïté que l'on pourrait qualifier de féconde du philosophe. Alors, bien sûr, le portrait du philosophe que j'ai esquissé ici pourrait être étayé, modifié. Il n'est pas un seul philosophe qui constitue de surcroît un archétype. Il faut de plus préciser que la définition de ce que serait un philosophe et même son objet d'étude, la philosophie, n'est pas unifiée et suscite des divergences. Cela reste ouvert, inquiet, mais il ne faut pas y voir une lacune. Sans doute est-ce là, à contrario, le signe d'une discipline qui s'attache tellement à se questionner qu'elle se questionne encore elle-même. C'est justement cette capacité questionnante que j'ai cherché à valoriser ici, car elle est à mon sens fondamentale en médecine et en particulier en médecine intensive réanimation. Alors bien sûr, je ne dis pas que le réanimateur ne se questionne pas, hein, ça ne reflète pas du tout l'exercice quotidien, mais j'ai à cœur de rappeler que se questionner et continuer toujours à s'interroger n'est pas une faiblesse, ce n'est pas le signe que l'on ne maîtrise pas son sujet, c'est à l'inverse le signe que l'on cherche à mieux faire, que l'on accepte une certaine ignorance, même en étant très spécialisé. Et en médecine intensive réanimation, les défis sont nombreux, pas seulement du point de vue technique.
Un Maurice Goulon, dans le livre dont je vous parlais tout à l'heure et qui date de 2004, le rappelait très justement. La réanimation de demain devra non seulement exceller dans le domaine de la technicité, mais aussi, et plus que jamais, être soucieuse du respect des valeurs humaines. Sa survie est à ce prix. Alors, en guise d'ouverture, je vous propose une dernière citation et un retour à la figure de Socrate, qui est citée, donc c'est une citation de Maurice Merleau-Ponty dans le livre dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle « Éloge de la philosophie » et qui était à la base son discours inaugural au Collège de France. « Chaque fois que je convainc quelqu'un d'ignorance, dit mélancoliquement l'apologie, les assistants s'imaginent que je sais tout ce qu'il ignore. Il n'en sait pas plus qu'eux. Il sait seulement qu'il n'y a pas de savoir absolu et que c'est par cette lacune que nous sommes ouverts à la vérité. » Merci de votre attention.